Monsieur JP, bienvenue au podcast. Merci de me recevoir. Of course. Jean-Philippe Martin, Yes. copropriétaire de, évidemment, Rep Performance avec Carl qui est en backstage. Oui, allô, Carl. Charles Carl. Évidemment, pour que les gens comprennent pourquoi on fait ça aujourd'hui, tu m'as contacté sur TikTok, Yes. qui est une plateforme super le fun. Je pense que c'est notre plus grande plateforme au niveau des abonnés. Mais c'est rare qu'on a des messages. Fait que je trouvais ça, on en a parlé tantôt. Je trouvais ça cool. Tu m'as parlé justement, c'est par l'entreprise indirectement de Martin Lapointe, justement, qu'on a fait 2 podcasts avec lui, conseiller en sécurité financière. Tu l'as connu dans ton passé, étant plus jeune. Yes. Puis là, je pense que tu as aimé la formule, tu as vu ce qu'on a fait, tu as vu ce qu'on a fait. Puis on a fait une rencontre préparatoire, établi le sujet, t'as expliqué la stratégie. Puis là, évidemment, tu pars de Trois-Rivières. Fait que là, on est là aujourd'hui. On est là. Super cool. C'est-tu ta première expérience de podcast? C'est-tu comme un premier shot? Dans cette grandeur-là, oui. Ouais, OK. T'sais, nous, on en tourne nous-mêmes, mais pas à la hauteur de ce que vous faites présentement ici. Là. Ouais, ben non, fait c'est mais pas... l'expérience podcast-ish, on a déjà fait des invités dans le passé. Ouais, On avait fait par Zoom des affaires comme ça. Ouais. Moi, j'avais parti un podcast avec un de mes amis durant la COVID aussi. Nice. Pas à cette hauteur-là, encore une fois, mais le principe, je trouvais ça quand même très intéressant. Le mode discussion est tellement facile, je trouve aussi. Pour créer du contenu, c'est le fun, c'est pas lourd, c'est plaisant. Non. Puis pour un first contact comme ça, pour apprendre à se connaître, moi j'adore ça. Fait que oui, tu sais, la formule d'entrevue, c'est vraiment, au début, on commence à justement parler de ton background, un petit peu ton parcours entrepreneurial. Carl est arrivé aussi à quel moment? Mais on va commencer par le début. Parlons un petit peu de ton enfance. Est-ce que tu as eu des expériences entrepreneuriales? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'était au sein de ta famille? Est-ce que c'était quelque chose de naturel pour toi? Vraiment pas. Ça fait pas partie de ma famille pantoute. Ma mère a été infirmière toute sa vie. Puis tout le reste de ma famille. Fait que mon père, mon frère, ma soeur sont dans l'aviation. Fait que c'est même pas quelque chose qui touche à nos familles réellement. Ouais, c'est ça. J'ai été le seul qui était à l'université dans un cadre, on va dire, normal. Là. Ouais. Mes parents ont fini par compléter des bacs par cumul avec les années. Mais je suis le seul qui a comme suivi un parcours, mettons. Même mon parcours est un petit peu atypique. Niveau académique, il est un peu atypique. Là. Ouais. Mais essentiellement, c'est ça. Fait qu'on ne vient pas d'un background d'entrepreneuriat, mais j'ai grandi avec des familles conjointes qui, eux, avaient des personnes dans l'entrepreneuriat. Je peux pas dire que ça m'a nécessairement influencé, mais j'étais toujours une personne qui était proactive, qui faisait plusieurs projets. J'ai été dans une école alternative au primaire et au secondaire. Fait que, entreprendre des projets, c'est quelque chose qui faisait partie de ma fibre, mais j'avais jamais eu l'idée de ma vie de partir une business. Là. Fait que, c'est quelqu'un d'autre qui nous a donné l'idée. Tu sortais vraiment de ta zone de confort. Là. C'est une autre personne, OK. Ouais, c'est ça. Il y a comme tout le concept de comment on est parti dans une business. Là, c'est même pas notre idée à nous autres en partant. Là. C'est quelqu'un qui a une tiers personne qui a une idée pour nous deux, puis qui fait ce qu'on est aujourd'hui dans un sens un peu. Là. Fait que c'est comme ça que ça a démarré. J'avais jamais eu cette idée-là de mon plein gré, si tu veux. Là. Nice. Peux-tu me dire, question plus générale, mais qu'est-ce que t'amène l'entrepreneuriat, mettons, dans ta vie? Là? C'est quoi le plus beau côté de l'entrepreneuriat, mettons, selon toi? Dans mon cas, à moi, puis de ce qu'on fait, on travaille avec une clientèle de jeunes, principalement pour ce qui est le développement du baseball. Puis c'est être capable de pouvoir faire ça, vivre de ça, c'est sûr que c'est un plus, je pourrais dire. Mais je te dirais vraiment, c'est le fait de vivre de sa passion dans un sens. Ah, 100%. Je pense pas que c'est nécessairement une obligation, mais de pouvoir le faire, c'est vraiment ça. Puis là, de pouvoir amener un certain, comment je pourrais dire ça, une valeur ajoutée aux jeunes qu'on entraîne, mais pour nous autres, c'est ça qui fait notre passion, qui fait notre pays. J'aime ça être l'avocat du diable. Si on retourne de l'autre côté de la médaille, c'est quoi les plus... Mettons, le côté un petit peu plus dark ou les objectifs ou les difficultés peut-être de vivre ce parcours-là? L'entrepreneur vient avec ses risques. Comme tu peux sûrement le savoir, là, ça vient avec ses risques, avec les risques financiers, il y a le côté administratif. Fait que, moi, je suis plus une personne de terrain. Fait que quand il faut que je me retire pour faire l'administration des finances, comme Carl le sait très bien, ça me passionne énormément. Vraiment beaucoup. Je suis un gars de terrain, mais c'est ça. L'envers de la médaille, c'est qu'on a des responsabilités comme entrepreneur qu'on doit quand même réaliser. C'est le côté plate que moi je trouve, mais je peux comprendre qu'il y en a qui aiment ça. Cool. C'est une petite mise en bouche cool au niveau du mindset. Parle-moi justement, évidemment, de Rep Performance, peut-être l'offre de service qui est offerte concrètement. Pourquoi avoir lancé ça aussi? Rep Performance, c'est notre deuxième nom. On a eu un premier nom. Dans le fond, l'entreprise existe depuis septembre 2021. On a vraiment juste été en fonction à temps plein dans celle-ci depuis mai 2023. Puis à ce moment-là, c'est en mai 2023 qu'on a changé de nom pour Rep Performance, qu'on est connu pour ça aujourd'hui principalement. On est tous spécialisés dans le baseball. Fait que vraiment des jeunes joueurs de baseball, on a encore des jeunes entre 4 à 18 ans. Fait que, on est vraiment là-dedans. On a plusieurs programmes, tout à faire à Trois-Rivières. On a du mini-baseball, du programme associatif, puis on a notre gros programme Rep Baseball qu'on travaille à tous les soirs de la semaine principalement. Là. Fait que nous, on vit littéralement du coaching en baseball. C'est ça notre job de vie. J'adore. Avant de se lancer ça, j'imagine que tu regardes un petit peu ce qui se faisait peut-être sur le marché. Qu'est-ce qui t'a offert aussi dans ta région? Qu'est-ce que tu voyais qui était peut-être désuet ou mal appliqué?
Ben, c'était pas juste, je dirais, à travers la région. Tu sais, dans un premier temps, on a travaillé dans des places de baseball avant ça. Ouais. Puis c'est là qu'on a vraiment développé nos skills de coaching qu'on aimait déjà. Mais là, de partir en business, c'était une autre idée. Ben, c'est sûr. Mais l'idée de partir en business, puis qu'est-ce qui nous drive encore aujourd'hui, c'est le fait de dire que c'est pas nécessairement au niveau de la région, mais au niveau, je te dirais, de la grandeur du Québec, au niveau 100%. du développement des joueurs de baseball, que c'est un peu désuet, c'est old-fashioned, c'est un peu sali par... Qu'est-ce que tu veux dire, old-fashioned? Ben, old-fashioned, c'est que certains intervenants dans différents programmes et systèmes n'ont pas nécessairement évolué leur façon de pratiquer comme coach ou d'évaluer ou nécessairement d'éduquer les jeunes sur comment se développer dans leur sport. Fait que ça commence à être un peu désuet à ce niveau-là. Je comprends. Fait qu'il faut du renouveau. Puis malheureusement, là, ça va passer par des gars plus jeunes, mais ça pourrait arriver à tous les niveaux de la vie. Là. Exact. Fait que, comment tu amènes ce renouveau-là? Je pense que tu m'avais mentionné, évidemment, pendant la pandémie, tu avais amené l'aspect à distance. Oui, on avait amené l'aspect à distance. Là, on essaie aussi... Essentiellement, là, ce sera une discussion à élaborer tantôt, mais on essaie d'étaler notre ampleur ou notre influence à travers le Québec avec des services éventuellement qui vont aller en ligne. Parce que c'est pas vrai que tous les jeunes de tous les centres du Québec ont accès à nécessairement des services de haute qualité. Fait que ça fait partie de nos objectifs, entre autres. Là. OK. Comment vous scalez ça? Comment vous avez parti ça, justement, de les premiers clients? Comment vous avez bâti cette clientèle-là au tout début? Là? Ben, au final, on avait déjà coaché depuis plusieurs années. Je pense qu'à ce moment-là, ça faisait au moins 3-4 ans qu'on était dans le coaching. Fait qu'on avait comme déjà une clientèle, si tu veux. On donnait des cours privés par-ci par-là, puis qu'on est juste parti à notre compte. Il y a comme une transition qui s'est faite, puis le monde a embarqué dans nos programmes à nous autres. Puis bouche à oreille après ça, principalement, parce que, tu sais, oui, on fait du marketing, on fait de la promotion sur les réseaux sociaux. Mais je te dirais juste qu'à peut-être cette année, c'était principalement du bouche à oreille. Puis là, on commence à avoir besoin de marketing parce que... nous, à Mauricie, c'est pas un bassin de 1 million de joueurs. Fait que là, il faut commencer à développer des clientèles avec des nouveaux clients qui ne nous connaissent pas. Fait que c'est là que le marketing commence à rentrer en ligne de compte. Tu m'as mentionné coaching baseball. Coaching dans quel autre sport? Que baseball. Que baseball. Principalement baseball. Est-ce que c'est un objectif peut-être d'aller étendre ces services-là ou c'est vraiment vous êtes spécialisé dans le baseball? Fun fact, REP, ça veut dire Réseau d'encadrement professionnel, c'est un acronyme. Fait que quand on a parti ça, à la base, notre idée, c'était d'offrir le même type de structure, mais à plusieurs autres sports. Mais on est comme été un peu victime de notre expertise puis nos connaissances dans ce domaine-là, puis qu'on a vu qu'on a quand même gagné en sa popularité pour rester vraiment niché dans ce domaine-là. Fait qu'on fait que ça. OK, puis c'est nice. Ben, je veux dire, aussi d'être niché dans un sport, peut-être ça te permet d'escaler plus loin aussi, puis plus rapidement dans différentes... Bien évidemment, au Québec, le pilier au Québec, mais dans les autres provinces, on va plus en parler tantôt, mais c'est un objectif peut-être d'aller dépasser les lignes provinciales? 100%. Puis on a déjà un plan de match qu'on est prêt à établir dans 3 à 5 prochaines années. Fait que tout est prévu. C'est ça l'intention. Là, pour l'instant, comme on est là aujourd'hui, c'est justement pour augmenter 100%. Notre crédibilité, augmenter aussi le monde qui nous connaissent, notre notoriété, tout ce qui vient avec. Là. C'est quoi le plus gros challenge, tu dirais, pour te rendre là, au point que tu aimerais être rendu? C'est se battre contre les anciennes conventions. C'est se battre contre le monde le monde qui sont conservateurs sur les idées de développement des jeunes au Québec. Je vais parler juste pour mon sport parce que je connais pas les autres sports. Mais tu sais, essentiellement, on a une façon de penser au Québec sur comment on est supposé développer des joueurs. Puis je trouve que ça, c'est très, 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 très limitant. 100%. Donc, on veut juste être capable d'ouvrir les horizons par rapport à comment c'est possible de développer des jeunes puis vraiment les envoyer dans ces directions-là. Parce que là, en ce moment, les jeunes, la façon qu'on les élève comme joueurs de baseball au Québec, c'est qu'il y a juste une façon de faire. Tu joues ton baseball mineur, tu vas au sport-études, peut-être l'ABC, puis après ça, tu t'en vas aux États-Unis. Mettons, si tu veux vraiment faire ce développement-là, qui n'est pas nécessairement juste ludique, mais qui est vraiment compétitif, c'est comme la seule avenue qui est entrevue par les Puis en réalité, il y a tellement d'autres choses? Non, c'est ça l'affaire, il n'y a pas tellement autre chose. Ah, OK. C'est pour ça qu'il y a un besoin de créer autre chose. Il y a un besoin de créer autre chose. Votre mission, c'est des accompagner puis des amener, mais de créer aussi ça autre chose-là. Oui, c'est de créer cette chose-là. Fait que là, en plus de paver notre voie, on essaie d'en paver une nouvelle pour qui serait... C'est quoi ton rêve? C'est-tu les expos qui reviennent ou c'est de créer une autre... Tu sais, c'est quoi un peu le... Nous, ce qu'on veut, là, c'est être capable de permettre aux jeunes de leur donner la possibilité de dire, regarde, mettons ton objectif ici ou souvent au Québec, c'est de dire, je vais jouer aux États-Unis. Je vais aller jouer, tu sais, mon universitaire là-bas, que ce soit NCJA, que ce soit NCAA ou NAIA. Je vais aller jouer universitaire. On veut être capable de leur donner un point d'accès qui est beaucoup plus accessible, abordable et réaliste à tous ces jeunes-là. Parce que c'est pas vrai, comme je donne toujours l'exemple, il y a assurément un joueur à Rouyn-Noranda, à Rivière-du-Loup ou à Gaspésie qui a tout à fait les habiletés physiques pour se rendre loin, mais parce qu'il habite loin des grands centres ou qu'il n'y a pas nécessairement les moyens financiers, mais il ne se rendra jamais.
Mais on veut pas le laisser de côté, ce jeune-là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, ils sont overlooked parce qu'ils sont trop loin des grands centres comme Montréal, Québec ou la Mauricie. Fait qu'on leur porte pas d'attention. Mais on a des talents à travers Québec, là, au nombre d'habitants qu'on a, là, au nombre de joueurs de baseball qu'il y a. Il y a des talents qui sont pas découverts, qui sont pas nécessairement amplifiés à cause de ça. Fait que la solution à ça serait quoi? Ça serait d'offrir plus d'accessibilité en ligne, d'avoir plus de points de service à travers différentes villes? C'est quoi un peu le... Ben, l'objectif qu'on a, là, puis je vais te résumer ça quand même relativement vite, le but, c'est agrandir notre crédibilité à travers le Québec, de se faire connaître. Après ça, c'est commencer à offrir justement nos 10 services en ligne à travers le Québec à ces jeunes-là, qu'on puisse les coacher à distance. Fait que même si tu habites à Rwanda, on a des services qui sont faits pour ça. On peut coacher les jeunes à distance, comme on pourrait le faire ici à Trois-Rivières ou à Montréal, peu importe. Coacher à distance, le faire se développer le plus possible, puis éventuellement le faire venir à Trois-Rivières, puis le faire voir par des recruteurs à distance également. Pour les collèges américains. Fait que ça, c'est vraiment simplifié, là, mais le but, c'est d'entraîner un jeune à distance puis l'amener le jour qu'il a besoin d'être vu. Tu veux-tu me parler du processus, vraiment, un jeune qui rentre justement dans le processus de coaching, ça ressemble à quoi? Si on prend l'exemple de distance, là. Mettons, un jeune qui est à distance dans Rwanda. Dans le fond, nous, on a une consultation en ligne. Dans le fond, c'est qu'on va avoir une première rencontre avec le jeune qui va se faire. Après ça, il y a différents formats. Nous, on marche souvent par plusieurs mois, 3, 6 ou 12 mois. Pour l'instant. C'est une structure à être révisée, mais parce qu'on est vraiment dans les débuts de. On a 2 personnes présentement avec qui on fait ça, mais c'est pas là-dessus qu'on met toute notre énergie non plus, mais on commence vraiment à tester les os, si tu veux. Fait que le but, c'est que le jeune puisse prendre, mettons, un abonnement avec nous autres, mettons, 3, 6 ou 12 mois. Puis après ça, on va le voir assurément une fois par semaine. Des périodes de 1 heure à 1 heure. On va le voir une fois par semaine à distance, puis on travaille sur certains aspects. À la base, je suis également kinésiologue, fait qu'on peut leur faire des programmes d'entraînement spécialisés à leurs besoins. Et ce qui est l'avantage de ça, c'est qu'on est comme un coach de poche, si tu veux. Ça veut dire que n'importe quand dans la semaine, il peut me texter, puis je vais répondre pour répondre à ses questions, à ses drills, à qu'est-ce qu'il fait, n'importe quoi. Fait qu'on lui donne une accessibilité que c'est pas nécessairement tout le monde qui a, mais nous, on leur donne. Puis, fait qu'il y a le droit de programme d'entraînement, coacher un baseball, puis un suivi à longueur de semaine. Puis, on peut l'améliorer de même. C'est une formule qui existe déjà aux États-Unis, qu'on essaie de reproduire ici au Québec. Oui, c'est de moderniser ce marché-là, cette offre-là. Yes. Ça se fait pas. Puis, autant que tout est devenu numérique avec la COVID, que tout ce qui est le volet de coaching, pas vraiment. On le voit beaucoup dans le coaching au niveau de la kinésiologie, puis mettons des coachs de vie, si tu veux. Là. Mais on le voit pas au niveau du sport. Non, il n'y a pas d'adaptation. Non, puis pourtant, que je sois à côté de toi, littéralement, en train de te dire quoi faire, ou d'être à distance, dans une cage, chacun en train de faire, qu'est-ce qui est réellement différent? Je comprends ce que tu veux dire. Fait que, par exemple, on prend l'exemple justement du coaché, fait que le jeune, finalement. Donc, il est dans sa cage de pratique. Puis là, tu lui montres comment faire le mouvement, finalement. Puis tu lui donnes la rétroaction. Oui, souvent, ils m'envoient des vidéos. Moi, idéalement, le principe de ce. Parce que plus que le monde va utiliser la communication en temps réel, plus que ça va être optimal. Fait que, mettons, durant la semaine, il fait des pratiques. Il m'envoie ses vidéos. Je regarde ça. Puis la prochaine fois qu'on se rencontre, parfait. Toutes les vidéos que tu m'as envoyées, voici les points à travailler. Fait que ça optimise vraiment le processus de. Versus, c'est quand on prend un jeune en cours privé ici, mais il faut que je regarde soigner une couple de rondes avant d'être capable. On va poser un diagnostic, tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends. De le corriger à ce moment-là. Mais tu sais, fait que cette forme-là, ça rend les choses beaucoup plus efficaces. Est-ce qu'il y a quand même le contact humain que tu veux apporter à un certain point ou c'est complètement à 100% distance, c'est vraiment modernisé à ce point-là? Là? Comme je te dirais, le principe, ce que j'aimerais faire avec ça, c'est que majoritairement à distance, parce qu'évidemment, on cherche les centres plus éloignés. Fait qu'ils ne se déplaceront pas continuellement. Mais le but, c'est 1 à 2 fois par année, ils vont descendre dans nos installations. Puis là, on peut faire vraiment une évaluation complète avec toutes les métriques qu'on est capable de récolter. Parce qu'on a différents outils pour ça. Puis on est capable de récolter ça, puis capable de faire une évaluation, puis leur voir peut-être 6 mois plus tard faire un suivi. C'est quoi le temps quand même à avoir avec les parents? Dans le sens, lui, peut-être qu'il s'attend à avoir un accompagnement. Moi, je paye pour ça. Je veux un accompagnement en vrai, en présentiel, comme vieux jeu, vieille mentalité. Mais c'est quoi le talk que tu as avec ces gens-là? Les jeunes ne sont pas aussi difficiles à convaincre que les parents. J'imagine. Moi, j'ai essayé de reach out à plusieurs centaines de jeunes à date à travers les réseaux sociaux. Puis ils me reviennent tout le temps, les jeunes est intéressés. Puis souvent, la réponse que je reçois, c'est « Mon parent ne croit pas que c'est possible de développer à distance. » C'est ça. Tu l'as même pas essayé. Puis pas parce que ça se fait pas que ça marche pas. T'sais. Non, puis tu as des chiffres qui prouvent le contraire. J'ai des chiffres qui prouvent le contraire. Fait que, moi, j'attends juste ça d'avoir l'opportunité de tester justement tous les tests qu'on fait faire aux jeunes, puis juste de tester à distance. Fait que la même structure, juste à une distance, une formule à distance, puis voir le résultat, mais je ne verrais pas pourquoi ça ne marcherait pas. Exact. Oui, fait que c'est l'éducation, faire comprendre aux parents que, regarde, ça peut être aussi performant et même plus, évidemment. Lors de la COVID, on a tout transporté en numérique, à distance. Tout s'est fait, puis le monde ne s'est pas nécessairement arrêté complètement. Il a été ralenti dans certains secteurs, mais il ne s'est pas arrêté complètement. Une transition. Exactement. Fait que pourquoi ce ne serait pas possible? Pourquoi ce ne serait pas possible d'adapter? Moi, je suis complètement d'accord. Encore une fois, c'est un peu pourquoi on fait le podcast aussi, c'est d'apprendre puis de montrer aux gens, regarde, il y a cette possibilité-là puis ce modèle-là. Moi, je trouve ça super inspirant. Puis je vais sauter sur un autre sujet. Carl,
évidemment, qui est en backstage, comme on l'a dit tantôt. Je veux dire, travailler en partnership, ça a quand même son lot de côté positif beaucoup, évidemment, pourquoi tu es en partner avec lui. Il y a des choses aussi un petit peu plus difficiles, mais c'est quoi la réalité de travailler avec un partner? Tu sais, vraiment, day in, day out, là. Qu'est-ce qu'il faut ne pas mettre de côté? Ben, c'est pas le bashing, mais c'est un mariage. Là. C'est littéralement mariage, ça. Ouais. C'est un couple, là, littéralement. Ouais. Là, c'est le même type de relation où que là, dans ce cas-ci, on a un bébé qui est une entreprise. Fait qu'on veut nécessairement... C'est littéralement ça, tu sais. Puis souvent, on niaise avec les jeunes. Là, lui, c'est la maman, moi, je suis le papa. Fait que, tu sais, Carl, il a plus tendance à être doux avec les jeunes, plus tranquille, plus réconfortant. Moi, si t'as besoin d'un coup de pied en derrière, c'est moi ton homme. Fait que c'est un peu ce principe-là. C'est notre dynamique à nous deux. Mais essentiellement, au niveau de la business, c'est ça. C'est qu'on travaille ensemble pour le bien d'une seule affaire qui est la business. Fait que les zones de friction, assurément, on est deux personnalités complètement différentes. Moi, je suis plus vocal, lui, il l'est moins. Moi, des fois, je suis plus conservateur sur quelque chose, des fois lui plus sur d'autres. Fait que on est différents, mais on se complète. Fait que ça fait en sorte que c'est de la communication. Ça a l'air cheesy dit de même, là, mais c'est littéralement comme dans un couple, il faut juste communiquer, il faut se dire les vraies affaires des fois. Des fois, ça prend un petit rappel à l'ordre, là, mais on est rendu habitué, là, ça va faire depuis 2021, vraiment. Mais tu sais, on se connaît depuis 2018. Ouais, quand même. Fait que ça fait un bout, là. Fait que les discussions difficiles, les accrochages, je veux dire, moi, on a une situation, voici ce que je pense qu'on devrait faire. Je suis pas sûr, moi, voici ce que je pense que je devrais faire. Oui, c'est communiquer, mais à quel moment tu dis, ouais, ben là, c'est rendu un ami, tu sais. Fait que, c'est un ami, porter le chapeau de l'amitié, porter le chapeau de. Mais je pense que ça, on n'a pas de la misère à différencier ça. Je pense qu'on est capable de shifter quand même relativement assez bien, là. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Faire cette distinction-là, c'est assez. Je pense qu'on est capable de la faire quand même la distinction. On se voit à l'extérieur de la job aussi, tu sais, mais je pense que c'est facile de faire la distinction. Je pense pas qu'on a jamais eu de problème à faire ça, là. Mais c'est ça, des fois, c'est vraiment ami, puis des fois, quand on parle business, on parle business. Tu sais, puis des fois. Lui, c'est une personne qui a besoin des fois d'un peu plus de temps de réflexion. Moi, je suis plus go. Moi, j'appelle ça un speed demon. Là. Dans le fond, on avait déjà vu ça dans un livre. Speed demon? Ouais, speed demon. Fait que ça, c'est comme une problématique. La personne qui va aller un petit peu trop vite. Puis c'est pas parce qu'elle veut skipper des étapes, mais c'est juste parce qu'elle aime ça avancer vite. Mais je travaille avec quelqu'un qui c'est pas comme ça, mais ça tout à fait ses points forts. Moi, j'ai mes points faibles et vice-versa. On en parle souvent là, des situations de partnership dans les entreprises. Puis dans le sens, les deux personnes, il faut qu'ils soient complémentaires, on l'a dit tantôt, mais... c'est correct, mettons une personnalité plus bleue, une personnalité rouge. Si les deux étaient rouges, go, ben là, c'est parce qu'on on va frapper un mur à un moment donné. Là. C'est comme, c'est bon, c'est le fun, let's go, on aime ça. Oh shit, attends, ça pète, là, tu sais. Fait que attends, c'est de prendre OK, c'est le fun, oui, on a la motivation, on a le leadership. On va analyser la réalité aussi des chiffres là, pour pas mettre l'argent. Il faut mettre l'argent à la bonne place, puis checker ça. C'est important d'être complémentaire. Ben, mon Dieu, 100%. Tu sais, oui. Ben, tu sais, ben, c'est 100%. Dans le fond, on est très complémentaires sur plusieurs affaires. Des fois, c'est de se dire, regarde, il va prendre le temps d'y réfléchir, puis des fois, c'est peut-être mieux de même, parce que des fois, moi, j'ai plusieurs idées, c'est pas vrai qu'elles sont toutes bonnes. Fait que, tu sais, j'apprends ça à la longue, évidemment, là. Du côté d'humilité, ici, à travailler. Mais essentiellement, c'est ça. C'est que je vais apporter plein d'idées. Des fois, il me dit oui, non, peut-être. Mais quand c'est temps de pousser, il me laisse aller, puis je pousse. Mais des fois, lui, il va mettre le pied sur le frein. C'est vraiment une dynamique de même. Je te dirais que oui, ça a eu ces zones de friction dans le passé. Puis des fois, encore sur certains sujets, des fois, des zones de friction, mais c'est comme dans un couple, c'est pas vrai que tout est rose. 100%. C'est normal aussi. Exact. Puis ça devrait l'être. Tu veux pas tout le temps avoir quelqu'un yes man, qui justement qui est pas d'accord avec quelque chose, mais qui dit pas parce que par peur de froisser l'autre. On veut pas ça non plus. Là. Puis au final, pourquoi ça marche toujours aussi bien, puis ça va s'améliorant, c'est que je pense que ce qui n'a pas dérogé, qui n'a pas changé, c'est qu'on va encore le bien pour la business. Je pense que là, on n'a pas connu ça, mais si quelqu'un, un des deux, a moins de cœur pour la business, ça peut commencer à être problématique. Oui, c'est vrai. Mais il faut juste se rappeler des fois que même dans les zones qu'on est moins en accord, qu'on veut quand même le bien de l'entreprise. C'est juste une question de perspective puis de vision à long terme. Fait que là, après ça, c'est juste de dire, bon, OK, voyons les deux côtés de la médaille, puis ajustons-nous. Concrètement, vos tâches respectives dans l'entreprise, c'est quoi? Il n'y en a pas vraiment de prédéfini. C'est-tu mélangé un peu des fois? C'est mélangé, mais mettons, je te dirais, regarde, tu sais, on a appris avec le temps à acquérir des skills de chacun. Moi, je suis plus souvent lui qui est devant la caméra. Carl va le faire aussi, mais c'est moins le gars qui est à l'aise à parler devant les caméras. On le sait d'avance. Mais c'est comme toutes les présentations devant le monde, c'est moi qui ai fait. Fait que lui, il change les slides. Mais tu sais, Carl, c'est notre gars de caméra. Fait que mettons, tout ce qui est trucs de caméra, des affaires comme ça, filmer les affaires, les micros, les affaires, c'est lui qui va faire ça. Le côté artistique des publications Facebook, je suis rendu pas prêt pour en faire, mais souvent, je vais dire, je vais faire 2-3 mock-ups de publications Facebook. Je vais dire, on repasse dessus parce que je sais qu'il y a bien plus l'œil que moi. Fait qu'il va les faire. Au niveau du coaching, on est aussi différent dans notre tactique. On n'a pas la même position en partant au baseball. Puis on n'a pas les mêmes.
plus ou moins, on n'a pas les mêmes certifications non plus. Ouais. Fait que, moi, je suis catcher au baseball. Fait que moi, je travaille plus l'aspect défensif avec les catchers spécifiquement. Lui, c'est un joueur d'avant-champ. Fait que je travaille plus que le joueur d'avant-champ. Puis moi, je suis kinésiologue, mais lui, il est kin aussi, mais lui, il a son DSS en thérapie du sport. Fait que, lui, c'est vraiment bobo, réadaptation, prévention des blessures. Puis moi, c'est plus performance, programme de développement, des affaires comme ça. Fait que, même au niveau de notre coaching, c'est un peu différent. Puis après ça, que les personnalités des jeunes, des jeunes sont plus proches de lui, plus proches de moi. C'est ça que j'allais dire, parce qu'il y a un aspect aussi de personnalité. Chaque jeune a une réceptivité différente sur comment toi t'amènes ton coaching, comment Carl l'amène aussi. Fait qu'il doit y avoir un fit différent. C'est le fun d'avoir ces deux. Je pense qu'on s'entend bien quand même avec tous les jeunes sans problématique, mais il y a assurément des types de relations différentes avec Carl qu'avec moi. Il y en a qui vont s'en permettre des fois plus avec moi, des fois plus avec Carl. C'est un match de personnalité, mais je pense que ça va bien. Si on avait l'air deux bulldogs comme moi, ce serait pas nécessairement l'idéal. C'est sûr que, puis là, question, précision, les jeunes que vous, justement, vous coachez, on parle de l'âge de combien à quel âge? Comme je disais tantôt, après de 4 à 18 ans, mais nous, on ne coach pas tous ces jeunes-là. OK. Nous, on est rendu qu'on coach, on a 11 personnes à notre charge pour les contrats qu'on donne présentement pour ce printemps. Fait que nous, on donne juste la portion, le gros programme qu'on a à baseball, les plus vieux. C'est pas seulement les plus vieux, c'est le programme avec les gens qui ont des intentions plus élevées aussi. Parce qu'on divise vraiment ça par ça des fois, là, des intentions, parce que ça va vraiment influencer notre façon de coacher ce jeune-là. Je comprends. Mais tu sais, on a oui, clairement. Quelqu'un qui va aller plus loin, quelqu'un qui veut juste faire pour le plaisir. Exactement. Fait que c'est deux encadrements complètement différents. Tu veux quand même l'aider à s'améliorer dans les deux cas, mais c'est pas le même encadrement. Fait qu'on a 4 personnes pour le mini-baseball, les 4 à 9 ans. On en a 3 pour nos 9 à 13 ans dans le plus lucratif ludique. Puis on a le rep baseball que là, nous deux, on est dedans, en plein dedans. Je t'amène une curveball, un petit peu une question. Je pense pas qu'on avait parlé dans notre rencontre préparatoire. Des jeunes, t'es dû arriver de coacher un jeune qui a vraiment il a un gros ego, qui se pense vraiment très très bon, qui peut-être qu'il prend pas peut-être le commentaire que tu lui donnes, qui se pète un peu de la broue. 100%. OK. 100%. OK, fait comment tu fais pas pour casser, mais dire, regarde, peut-être beaucoup de choses à apprendre avant, tu sais. Je vais être honnête avec toi, la plupart du temps, après une session, ces jeunes-là ne reviennent pas. Ah, OK, pour vrai? Oui, parce que comment qu'on est dans nos personnalités, ils voient bien que, tu sais, c'est comme ton ego n'a pas de place ici. Comme je dis tout le temps, c'est comme, il faut se cerner. Je te donne 2-3 exemples. Il y a des gens qui ont des gros égos, qui vont se penser meilleurs qu'un autre. Parce que nous, on est des groupes mixtes. Fait que des joueurs de 2A, 3A, A, B ensemble. Mais dans des programmes de développement, comme je dis, je ne suis pas une compagnie de batterie. Moi, je ne vends pas des lettres. Là. Fait que c'est vraiment le principe qu'on est là pour se développer. Puis la plupart du temps, c'est individuel, même si je suis dans un groupe. Fait que souvent, les jeunes qui ont commencé à se comparer, mais tu sais, c'est facile de dire, bon, mais parfait, tu veux te comparer, mais compare-toi, on va compétitionner, toi puis moi, tu sais. Puis souvent, moi, c'est comme ça que ça se règle relativement assez vite. C'est comme, tu dis que tu es meilleur que l'autre, tu as 3 années de baseball de plus que toi. Tu sais, c'est sûr que tu es meilleur, tu sais, ou que tu as plus de chances d'être meilleur. Fait que souvent là, on va aller frotter ce côté-là un petit peu plus compétitif d'eux autres. Puis ils voient bien que ça marche pas, tu sais. Mais au final, ce genre de jeunes-là ne collent pas avec nos personnalités parce que ça nous impressionne pas, ben. Mais non, ça fait pas peur, tu sais, je veux dire. Puis c'est quand même on dirait que c'est un classique dans le coaching avec les jeunes un peu, là. Tu vas tout le temps avoir des... Ben, le mot se passe. De nos jours, on n'en a plus vraiment de problème de même, là, parce que... Ça se filtre automatiquement dans le sens que les gens ils quittent, puis s'ils s'adaptent pas, ben... Exact. Il y en a des jeunes dans le passé qui se sont adaptés. Oui, j'imagine, ben oui. Parce que, tu sais, avoir un gros ego, c'est un camouflage là, pour quelque chose. Oui, souvent, c'est ça. Pas de trouver c'est quoi. Les jeunes sont plus parlables, sont plus ouverts, puis avec le temps, ils maturent, fait que t'es capable d'aller chercher une petite fibre un peu plus sensible d'eux autres. Mais sinon, au reste du temps, c'est son problème. Non, j'aime ça. Non, ben c'est vraiment... c'est d'arrêter. Écoute, puis, actuellement, 11 mandats. J'ai 11 personnes qui travaillent avec nous autres. Est-ce qu'il y a un point que tu dis, je vais être saturé peut-être au niveau de la demande? Y a-tu comme un chiffre que tu dis, avant qu'on engage, il faut qu'on aille chercher de l'aide? Ben là, remonte à l'an passé, on était juste nous deux, qui avaient tous les programmes quasiment. C'est ça. Avec une autre personne qui nous aidait de temps en temps. Mais là, c'est arrivé qu'il y avait de la demande pour des offres qu'on était comme, c'est impossible. Tu sais, genre, je te donne un exemple. Le lundi, on a 3 groupes qui se chevauchent. Le mardi, j'ai 2 groupes qui chevauchent. Le vendredi, j'ai un autre 2 groupes qui chevauchent. J'ai 2 groupes la fin de semaine. Fait que, tu sais, mettons, un exemple comme le mardi, comme hier, j'ai un groupe de 13 U, j'ai mon 15 U féminin, puis j'ai le programme associatif qui se donne les 3 en même temps. OK. Je peux pas être à 3 places. Là, on parle de 36-40 jeunes en même temps. Puis nous, l'affaire aussi qu'il faut dire, c'est qu'on parlait tantôt des vieilles mentalités, puis de l'ajustement, mais nous, on est vraiment très, très strict sur qu'on n'ira pas en bas d'un ratio d'1 pour 4. Fait que j'ai un entraîneur pour 4 jeunes.
Je dirais pas un plus gros ratio que ça. Pourquoi? Parce que je pense pas que c'est réaliste de développer des jeunes avec un ratio beaucoup plus grand que ça. On voit des fois dans les sports-études des ratios d'1 pour 17, 1 pour 20. Il n'y a pas de développement qui se fait là. Non. C'est une façade. Fait que, nous, on regarde le 1 pour 4, fait que ça fait que oui, on a besoin de plus de main-d'œuvre à cause de ça. Mais tu as une proximité avec le jeune. Incroyable avec les jeunes à ce moment-là, puis c'est pas pour rien qu'ils se développent. Ouais. On passe du temps avec, on leur donne des conseils personnalisés. On passe plus de temps, ils ont plus de répétitions parce qu'ils sont plus petits pour le nombre de coachs. C'est un no-brainer, ça fait juste sens. Puis, moi, je trouve ça le fun que, évidemment, ce que vous offrez, c'est super pertinent pour le jeune, mais il y a l'aspect aussi que thérapeutique, je pense un peu aussi, de dire, regarde, le travail d'équipe, le leadership, de se développer, de développer une confiance, d'être bon dans quelque chose que tu aimes, développer cette passion-là. Mis à part les compétences, mettons, du baseball, il y a tellement d'autres choses en parallèle aussi qui sont développées pour le jeune. Oui, parce que dans le fond, ils font faire l'activité physique aussi. On fait l'entraînement. J'ai une kinésiologue sur place. Là, on a une kinésiologue sur place qui fait ça. Le monde, souvent, ils vont dire, ouais, mais là, tu fais du baseball à l'année, ils font pas de multisport. Souvent, c'est le truc qu'on va entendre. Mais le monde a tendance à oublier que l'entraînement physique structuré, progressif, c'est une forme de sport. Ouais. Il y a des disciplines sportives basées que là-dessus. Fait que si le jeune apprend à utiliser son corps sous une barbell, dans différents patrons moteurs, avec différents poids, différentes charges, différentes choses d'instabilité, viens me dire en quoi ça, c'est pas une discipline sportive. OK, est-ce qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de règles de jeu? Peut-être. Mais là, tu me parles d'un jeu, pas d'un sport. Parce qu'aux dernières nouvelles, les échecs, c'est un sport. 100%. La Formule 1, c'est un sport aussi. Exact. Fait que là, on rentre des définitions plus directes. Non. Mais essentiellement, c'est ça. Fait que les jeunes avec nous autres, ils font pas, mettons qu'ils s'entraînent 3 fois semaine, 1h30 de temps à chaque fois. Ils font 4,5 heures d'entraînement par semaine avec nous autres, mais ils font pas 4,5 heures de baseball à l'année. On a à peu près 45 minutes d'entraînement à chaque fois où ils vont développer plein d'affaires. Mais en plus, ces entraînements-là sont adaptés à leur âge, à leur niveau, quoi que ce soit. Fait que, on développe d'autres compétences à travers ça. On va faire de la course, on va faire de l'agilité, de l'entraînement, puis du baseball à la fin. Exact. Fait que, ils développent plein d'affaires. Parlons un petit peu de ton entourage, les gens qui voient justement, vous, les deux, là, vous développez votre entreprise. C'est comme un petit peu la réputation que vous avez peut-être avec vos amis, avec votre famille. C'est quoi un peu le talk que vous avez avec eux? Avec nos amis puis notre famille? Ils doivent trouver ça inspirant, justement, d'accompagner les jeunes puis de les aider, de les monter vers le haut. Je trouve que c'est une belle forme d'entreprise, je trouve. C'est un bel impact. Oui, mais je dirais qu'il n'y a pas de message négatif qui se véhicule là-dessus. Clairement, non, c'est ça. Nos deux familles sont très supportives. Solidaires, oui. Oui, solidaires, supportives, je pense pas que ça se dit. Non, c'est ça, je l'ai dit en anglais. Fait que c'est ça, on a tous les deux des blondes avec des jeunes enfants aussi. Fait que ça aussi, ça faisait partie du deal au début, comme on y est tout le temps. On signait en bas du contrat, fait que les petits caractères étaient là, mais ils le savaient déjà. Nos familles respectives, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a les risques du métier de l'entrepreneuriat, bien évidemment, mais comme on dit tout le temps, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est des entrepreneurs, puis on vit de la job qu'on implémente dans l'entreprise. Mais on a des formations universitaires chacun. Exact. Fait que demain matin, si on est vraiment dans le chenoute, puis l'entreprise ferme, mais on est capable de retomber sur nos deux pieds. C'est pas une carte qu'on joue souvent ou qu'on parle souvent, parce que c'est pas notre intention de mettre clé dans la porte. Mais au final, c'est comme le monde dans notre entourage, je pense que sachant ça, sont moins inquiets. Fait que c'est comme, puis nous, à travers tout ça, quand le monde sont capables de supporters, mais comme entrepreneur, tu dois savoir, ça t'encourage encore plus. Tu n'es pas stressé, tu ne te sens pas limité. 100%. Tu peux vraiment te développer puis augmenter ce que tu veux augmenter. Puis, je veux dire, on est tous comme relativement dans la jeunesse, là, dans le sens on est. Puis, je veux dire, de voir un peu, j'ai souvent su ce talk-là au tout début, là, quand tu te lances, c'est comment, mais tu sais, t'es sûr, tu fais le bon move. Peu importe le type d'entreprise, c'est comment tu vas arrêter ton travail ou tu vas réduire tes heures pour aller essayer de mettre de l'argent dans un projet que tu sais pas si ça va fonctionner. Puis, je pense que à recevoir ce feedback-là, t'es comme, ah, ouais, y a-tu raison? Mon oncle, ma tante, elle a-tu raison? Comme... Mais finalement, puis je pense que ce que tu as vécu, peut-être, regarde, tu pousses à travers, tu l'essayes, tu montres les réussites, évidemment, tu bâtis quelque chose qui fait du sens. Écoute, ça fonctionne, là. Ça fonctionne, puis il y a des impacts, là. Mais ça, c'est une bonne question, puis je t'avoue que là, tu m'apposes, puis on s'est pas vraiment arrêté à en parler, là, mais avant de commencer l'entreprise, on avait déjà du succès comme entraîneur à faire ce qu'on faisait. Fort. Fait que le fait de faire une transition vers un format plus corporatif, de le faire par nous-mêmes, c'était comme tellement été une transition naturelle que je pense pas que quelqu'un a nécessairement douté de la réussite de ce projet-là. Parce que tu avais déjà bâti. On était déjà là-dedans. C'est pas comme si même matin, je travaillais comme kinésiologue puis je partais de quoi dans l'informatique. Ouais, non, c'est ça. C'est comme, on était déjà là-dedans, on a juste transitionné vers un milieu plus entrepreneurial. Ouais. Là, c'est sûr qu'on se projette un petit peu plus là, dans le futur, là, mais
sais, comme souvent, il y a deux types d'entrepreneurs dans ma tête. Là. Il y a des entrepreneurs qui vont bâtir plusieurs projets. Tu sais, ils vont acheter des entreprises, ils vont vendre, ils vont investir un peu ailleurs. Multi-entrepreneurs, finalement. Puis il y en a qui vont bâtir une entreprise ou plusieurs, puis ils vont tomber sur une, que ça va être leur projet de vie. Alors, ce projet, c'est difficile à dire, là, mais est-ce que c'est plus cette situation-là pour toi, puis Carl? C'est-tu comme Rep Performance, c'est là pour rester, puis on veut garder ça justement à nous? C'est-tu un peu la vision là, que tu as pour ça? C'est notre vision. C'est ça? Carrément. On dit qu'un entrepreneur a en moyenne 7 business avant qu'elle ait du succès. Ouais. Nous, c'est notre première. Puis, on a envie déjà. Nice. Je pense que c'est l'an prochain, en septembre prochain, on va avoir déjà atteint les 5 ans d'existence. Fait que ça aussi, ça défie les odds. Mais je te dirais que justement, on n'est pas parti de nulle part. On n'est pas des nobody qui commencent un business. On avait déjà eu 2 pieds dedans, fait que ça aide quand même grandement. Il y a certaines d'autres affaires qu'on est rentré en relation avec du monde qui nous ont donné des coups de pouce. Il y a des moves qui se sont faits dans notre vie qui ont été des opportunités lesquelles qu'on a saisies, qui permettent d'être là aujourd'hui. Fait que c'est tout un mélange, un beau mélange de tout ça, mais nous autres, c'est notre bébé. Puis nous, on y a insultant qu'on va vendre Rep pour 72 millions plus tard, puis qu'on va l'habiller en Floride. C'est tout la joke qu'on donne. Non, c'est tout ça la joke, c'est essentiellement c'est notre bébé, puis le but, c'est de le grossir le plus possible. Je pense qu'au Québec, il y a de la place pour ça. Puis tout où on va pouvoir aller. 100%, puis je pense que c'est ça. C'est parti quelque chose qui est passionnant. Puis tu vois qu'il y a un succès en plus localement, mais peut-être aussi, évidemment, au Québec, puis plus at large. Au niveau de l'équipe, c'est quoi vos ambitions à aller bâtir l'équipe? Évidemment, vous avez 2 employés, si je me souviens. Ben là, on a 11 personnes en contrat. On a une vraie employée avec nous autres, là, qui est, mettons, Amy, notre kin avec nous autres, qui, elle, mettons, on va être le plus, on va payer le plus dans tout le reste du monde. Les autres, c'est des contrats vraiment plus, c'est sur la durée précise du programme qu'ils font en ce moment. Oui, OK, parfait. Nous, le but, là, pour revenir aussi au modèle des UE aussi, parce qu'on base un peu notre entreprise sur le contraire de ça. Oui, c'est ça. Souvent, c'est que il y a tellement de rotation d'entraîneurs dans tous les programmes sportifs, dans les équipes, dans les différents programmes élites. Il y a tellement de rotation parce que c'est pas payant. Le monde ne fera pas ça de leur temps. C'est pas payant, ça prend excessivement beaucoup de temps. Puis des fois, il y en a qui vont dire qu'ils travaillent avec des jeunes, puis ça les fait chier un petit peu. Tu vois, genre. Tandis que le modèle américain, les coachs en vie de ça. Oui, c'est notre objectif, c'est d'être capable d'amener à avoir des employés qu'on peut leur payer un salaire de vie, pas de 17-20 000 $, là. Il y en a qui vont travailler des sports-études à l'année longue pour leur c'est pas un sideline, c'est vraiment leur carrière. Puis moi, je pense que tu peux pas développer des bons coachs pour qui c'est leur sideline. Évidemment, quand ils commencent, c'est normal que ce soit leur sideline. Pourquoi ce modèle-là désuet est encore d'actualité ici au Québec versus peut-être aux États-Unis, dans d'autres États, mais comme pourquoi on n'a pas encore cette réalité-là de coachs justement qui vivent de leur de ça, finalement? Je m'en vais-tu là? C'est un manque d'argent, d'investissement? C'est-tu comme un culture? Je pense qu'il y a un aspect sociétal, culturel au Québec. Qu'on est plus conservateur à la base. Ça, c'est mon opinion à moi, mais je pense qu'il y en a du monde qui sera d'accord avec moi. Puis l'autre affaire, c'est que je te dirais, ce qui chapeaute le baseball au Québec est réticent au changement. Puis on va parler de la fédération. Fédération de baseball au Québec. Aux États-Unis, fédération, ça n'existe pas. Tout le monde est individuel. Je comprends. Il y a pas... Là-bas, c'est... Tu fais ce que tu veux. Il n'y a personne qui te chapeaute en haut de ça. Ici, au Québec, on marche avec des principes de fédération. Ça amène ses avantages. OK. Ça amène ses avantages. Je ne suis pas en train de critiquer ce que la fédération fait, mais il y a quelques aspects de la fédération qui font en sorte que les intervenants en baseball régis par la fédération sont limités dans ce qu'ils peuvent faire. C'est limitatif, exact. C'est limitatif. Puis après ça aussi, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un remaniement de personnel qui devrait se faire. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est comme... Il devrait y avoir un peu plus d'introspection qui se fait à l'intérieur de la structure. Puis je pense que l'introspection qui n'est pas présente fait en sorte qu'il y a des affaires qui ne changent pas avec le temps. Fait que ça fait qu'on est un peu pogné dans une bulle d'à peu près les 20-25 dernières années. Il y en a qui pourraient dire plus, ou qu'il n'y a pas eu de changement significatif dans les différentes structures. Il y a eu du changement par-ci par-là. Puis je peux pas dire que toutes les initiatives sont mauvaises, mais c'est juste pour dire qu'il y a quand même un certain niveau limitatif parce qu'en haut, ça bouge pas énormément. Fait que dans le fond, vous êtes régi par la fédération. Ils donnent des guidelines ou c'est vraiment pas... Nous, on est en entreprise privée, on est pas je comprends. Il y a différentes entreprises privées qui font ça par eux-mêmes. Nous, ce qu'on a appris par expérience, c'est tant qu'on n'a pas d'équipe l'été, on ne sera pas envahi par la fédération. On ne sera pas interpellé par eux. Si on fait juste des programmes de développement, il n'y a aucun problème là-dessus. Puis au final, on est là pour que les jeunes jouent à balle. Réellement, là. Exact, c'est ça le but. Réellement, puis ça, on ne peut pas se combattre contre ça. Eux, ils veulent que plus de jeunes s'inscrivent à chaque année, puis ils jouent dans des bons niveaux, puis ils se développent, puis ils continuent à jouer au baseball longtemps. Mais au final, si on fait ça comme travail indirectement par les programmes qu'on fait, je vois pas où il y a le problème. Puis à date, on n'a pas de problème. Mais tu sais, effectivement, c'est une réalité que plusieurs autres... c'est ça qu'au Québec, peut-être au Canada, qu'on vit, là.
Mais qu'aux États-Unis, tu sais, c'est pas nouveau, puis c'est tellement commun dans plusieurs industries qu'il y a des modèles qui fonctionnent très bien aux États-Unis qui peuvent être appliqués ici, tu sais. Fait que non, c'est de changer un peu la mentalité qu'on voit. Puis au Québec, évidemment, on est très bon pour penser on est né pour un petit pain. Fait que, tu sais, c'est le côté financier d'investir dans certaines choses. C'est long. Le mot qu'on aime utiliser, nous autres, c'est on veut rivaliser les idées préconçues. C'est qu'on veut être capable. Je veux pas sacrer le bulldozer dedans. Je veux pas détruire ça. Je veux pas mettre du monde à la porte. Sure. C'est juste que face aux clients, présentement, le monde développe dans le système de baseball. Puis c'est comme, j'arrive au sondage, je m'en vais au sport-études par définition. Non. Est-ce qu'on peut avoir une autre option? Après ça, si tu choisis sport-études, tu choisis le sport-études. On peut savoir d'autres choses. On peut avoir une autre façon de développer des jeunes qui ne nécessitent pas d'aller au sport-études pendant 5 ans. Puis, de ce que je connais de certains sport-études, avoir très peu de développement. Quand le sport-études, à la base, c'est une façon de garder les jeunes, c'est bancs d'école. C'est ça le but du sport-études à la base. En tout cas, moi, comme on l'avait vendu quand j'étais allé une année, secondaire 1, pour ça j'ai lâché ça, c'était justement ça. C'est que ça va garder les jeunes motivés à l'école puis d'aller à l'école. OK, parfait, c'est ça. Il est où dans ta définition le fait de développer des joueurs de baseball puis t'assurer que ton programme reste à la hauteur de ce qu'il peut être? Parce que suite aux sports études, dans le fond, c'est d'aller dans la Ligue majeure qui est justement aux États-Unis. Parce que, je veux dire, ou c'est de faire ça un peu comme sideline pour le plaisir, comme il n'y a pas vraiment de... Tu sais, c'est quoi un peu la réalité de cette opportunité-là? À la base, les joueurs de baseball, je pense que c'est un des pilons de parcours pour se rendre au professionnel. Oh shit, OK. Mettons, je te donne l'exemple concret. Tu sais, là, tu joues ton baseball mineur, mettons, tu es au sport-études, mettons qu'on dit ça, tu arrives à l'âge de 17-18 ans. Nous, les Américains, ont une année de secondaire de plus que nous, on n'a pas. Oui, c'est vrai. Fait qu'ils ont la 12e année, nous, on n'en a pas. C'est comme notre première année de cégep. Après ça serait de partir au collège américain. Fait que les NAIA, les NCAA ou les JUCO. À partir de là, si tu performes suffisamment bien, tu peux potentiellement te faire recruter à partir de là. Très rare, très, très rare sont les jeunes qui se font recruter à partir du secondaire. Ça existe, mais c'est rare. Fait que parfait, tu vas jouer NCAA, JUCO, quoi que ce soit. Tu te fais recruter, puis après ça, tu vas tomber dans le rookie ball des ligues majeures, le A-ball, le A-fort, le 2A, le 3A, puis tu vas monter après ça dans les ligues majeures. Fait que c'est un parcours. Je pense que la moyenne des ligues mineures, c'est entre 5 et 7 ans avant de se rendre dans les ligues majeures. Je pense que la moyenne, il faudrait que je revise ma statistique, là, mais ça ressemble à ça. C'est un long parcours. Fait que, disons, tu as ce parcours type-là A. Ouais. Quel autre parcours B que tu aimerais offrir? Quelle autre facette, justement, à ces opportunités-là que tu aimerais offrir à ces jeunes-là qui veulent se développer en baseball? Je leur offrirais la possibilité de, s'ils ne veulent pas aller en sport-études, mais qu'ils veulent se développer en baseball, mais qu'ils puissent avoir une alternative ou qu'ils peuvent faire soit du parascolaire ou de l'entraînement à distance avec un programme comme les nôtres. Makes sense. Fait qu'ils peuvent choisir l'école de leur choix, parce que souvent, sport-études, tu es associé à une école précise. Exact. Fait que tu peux choisir l'école de ton choix. Le programme scolaire de ton choix que tu veux aussi. Venez faire ton baseball en parascolaire. OK, évidemment, on est un peu contre l'idée du sport-études ou de se dire que les jeunes vont faire du sport-études parce qu'ils vont manquer de l'école. Moi, je ne ferais pas manquer de l'école, malheureusement. Mais je considère que l'école, c'est important. On a tous les deux un baccalauréat, il y a un DSS, moi, j'ai une maîtrise en éducation. Fait que pour moi, l'école, c'est important. Fait que faut que tu aimes aller à l'école. Si tu n'aimes pas ça aller à l'école en partant, ben c'est sûr. Ça va être difficile. Fait que tu choisis un programme scolaire que tu aimes, fais du baseball en parascolaire avec la même intensité que tu pourrais avoir dans un sport-études, mais parascolaire. Fais ça pendant les 5 années de développement au niveau du secondaire. Après ça, nous autres, par l'entremise de notre même structure, on va avoir les démarches mises en place pour te placer aux États-Unis. Fait que tu vas avoir fait tout ça sans avoir une chance de passer par une fédération ou le sport-études. Mais, petit caveat ici, ça ne t'empêche pas que l'été, tu peux jouer dans tes équipes de Baseball Québec. Ça ne change rien. Moi, c'est automne-hiver. Fait que tu peux faire ce que tu veux l'été. J'adore ça. OK, j'ai une question qui vient de me popper. Est-ce que tu es capable d'identifier un jeune qui te dit, OK, lui, il a vraiment un avenir? Tu sais, ou une jeune, je me mentionné que tu avais des... On a des filles. Bon, parfait. Fait que tu dis, OK, elle ou lui, là, il y a un gros potentiel à développer qui est pas là actuellement, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais? L'approche est différente avec cette personne-là? Les discussions, la vision, c'est quoi un peu que tu amènes avec... Les discussions vont être différentes. Je pense pas qu'on change, en tout cas dans le programme REP, on change pas l'approche différente parce que on n'est pas là pour juger la grandeur de l'objectif d'un jeune. Le jeune, il a jamais joué 2A de sa vie puis il veut faire le 2A. Ou il y en a qui n'ont jamais fait le A de la vie, ils vont faire le A puis ils ont toujours joué dans le B. Ou versus le gars qui va jouer au collège américain. Je vais y accorder le même niveau d'importance, mais les speeches que je vais lui donner, la façon dont je vais le coacher, mes attentes envers ce joueur-là vont changer, basées sur son objectif personnel. Fut un temps, là on a arrêté de le faire, mais fut un temps, quand les jeunes rentraient dans le programme, il fallait obligatoirement qu'ils fassent un devoir, qu'ils marquaient un texte de 250 mots sur pourquoi ils voulaient faire le programme, puis c'était quoi leur objectif. Parce que ça me donnait un élément pour être capable de leur dire quand les journées ça leur tentait moins ou se forçait moins. Hey, tu m'as dit que c'est ça que tu voulais faire.
Fait que pourquoi tu te forces pas aujourd'hui? Tu sais, un peu ça, leur mettre ça dans leur main. Ouais. Avec ça, bien accountable. Ouais. Fait que c'est ce principe-là. Fait qu'on s'en va un peu dans cette lignée-là. Puis être capable de s'aligner, de s'ajuster par rapport aux jeunes. Je donne pas plus de temps, contrairement à d'autres places. Je donne pas plus de temps à certains jeunes parce que ça, on se cachera pas. Ça, exactement. Les traitements de faveur, ça existe. Puis le monde qui dit que ça n'existe pas, ils vivent en dessous d'une roche. Fait que, tu sais, les traitements de faveur, ça existe. Fait que nous, on essaie le plus possible. Puis je vais être transparent ici. Je vais t'avouer que c'est pas toujours facile d'être transparent puis d'être capable de donner pas de traitement de faveur du monde. Des fois, tu es tenté. C'est tentant parce que t'es jeune, t'as telle influence, t'as ci, t'as ça, puis tu réalises ça. Mais par comment on fait vraiment un travail très délicat et puis attentif de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai que ce jeune-là est plus important qu'un autre. Puis ça veut pas dire qu'il y a un potentiel à un jeune âge qui va avoir nécessairement le potentiel de se rendre là-bas. Là, présentement, nous, on a 2 jeunes avec qui on pratique à chaque semaine, des plus vieux, ils ont 18 ans les 2. On vient d'aider un jeune à se placer aux États-Unis, puis il y en a un autre qu'on va aider à se placer. OK? On n'est pas les seuls dans leur processus de placement, mais on les aide. Wow. Fait que ces 2 gars qui revient à l'âge de 14-15 ans, étaient loin d'être les premiers sur la liste pour être placés aux États-Unis. Loin de là. Puis c'est pas les jeunes qui avaient les meilleures habiletés physiques, les meilleures aptitudes, mais c'est 2 gars qui avaient des mentalités de guerriers, qui travaillaient fort, qui étaient prêts à apprendre. Fait qu'on a juste misé énormément dans eux. Ils ont travaillé fort par eux-mêmes. Fait que, ils ont 97,9% du mérite là-dessus. Ouais. Puis ça fait qu'aujourd'hui, ils sont capables de réaliser leur rêve qui est d'aller aux États-Unis. Incroyable. Mais c'est pas une question uniquement de talent, c'est une question vraiment. Puis j'en ai des frissons quand je te le dis parce que c'est vraiment ça. Ces gars-là ont tellement travaillé fort. Fait qu'au final, pour répondre à ta question, est-ce que tu le sais si c'est lui qui a le plus de talent qui va se développer? Ce que j'apprends avec le long, c'est que c'est pas nécessairement le cas. On a vu des joueurs des talents exceptionnels puis arriver nulle part avec leur talent. Parce qu'ils sont tombés soit dans un mauvais main de coach ou qu'ils n'avaient pas la mentalité pour se rendre loin. Puis je pense que, écoute, peut-être tu vas pouvoir renchérir là-dessus, mais des jeunes qui ont un talent peut-être naturel, qui ont des mouvements naturels, que ce soit sur leur laurier ou qu'il manque peut-être de discipline. Puis là, t'es comme, tu veux l'aider, tu veux l'accompagner, mais là, il faut que tu mettes l'effort aussi. Ça arrive plus souvent que j'aimerais l'avouer, honnêtement. Il y a des jeunes, des fois, que un talent naturel, là, mécaniquement, c'est optimal. Puis pas parce que tu leur as appris, ils comprennent quand même. Puis ils ne pourraient même pas te l'expliquer, les jeunes, mais ils comprennent. C'est des naturels. Puis ils sont meilleurs quand ils sont plus jeunes, genre moustiques, qui ont à peu près, on va dire, c'est des 11-12 ans, même peut-être 10-11 à ce moment-là. Ils sont vraiment nettement meilleurs que tous les autres. Ça va se continuer quand ils sont 12, 13, 14, 15 ans, ça va continuer. Puis après ça, rendu 16, 17, 18, plus qu'ils sont assis sur leur laurier depuis quelques années, tu vois que l'écart amène de se réduire, puis des fois, même qu'ils se font dépasser. Puis c'est des jeunes qui auraient dû éclipser la compétition tout le long, mais parce qu'on leur a toujours dit qu'ils étaient bons, puis qu'on a arrêté de leur dire de continuer de travailler fort, puis qu'ils sont allés dans des structures qu'ils n'ont pas nécessairement développées parce qu'ils étaient déjà bons. Ils sont restés au même niveau que... Ils ont plafonné. Ouais, c'est ça. Ils ont plafonné, puis on a perdu des talents, tu sais, dans le passé, puis quand je dis on s'exclut là-dedans, parce que des talents que je parle précisément, c'est pas par nous autres qu'on les a perdus. Ça travaille d'autres... Ça travaille d'autres situations avec d'autres personnes. Mais on a perdu du monde qui avait des talents absolument exceptionnels. 100%. Puis c'est comme... Il aurait facilement pu être les meilleurs de leur cohorte puis se placer aux États-Unis dans des NCAA, probablement, là, les plus grosses écoles aux États-Unis. Il aurait pu. Mais parce qu'ils sont tombés sous l'emprise de mauvaises personnes qui n'ont pas nécessairement été chercher le meilleur côté d'eux, ils arrêtent de jouer au baseball. Des talents, là, c'est incroyable. Ils sont irrécupérables. Ils sont brisés. Pourquoi? Parce qu'on les a mis dans des processus avec des intervenants qui leur donnaient pas de valeur, qui leur apportaient pas plus de bienfaits à pratiquer leur sport. Ils ont juste démoralisé, puis ils se ramassent qu'ils jouent plus à balle. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Ça me fait capoter, moi. Ben oui, puis de perdre justement cette petite flamme-là qu'ils avaient, tu sais, puis là, justement, que, écoute, à travers le temps, ils ont arrêté de se former, tu sais, de discipliner, puis de bâtir quelque chose qui faisait du sens. Puis c'est perdu. C'est ça, c'est perdu, puis moi, c'est ça qui m'attriste. Ben, vous êtes là pour faire changer ça? On est là pour essayer de donner une chance égale à tout le monde. Qu'est-ce qui te fait vibrer le plus dans ce sport-là, précisément dans le baseball? Qu'est-ce qui t'amène ce petit ciment-là, tu sais? Écoute, moi, je commençais à jouer à baseball, j'avais l'âge de 5 ans. Là, je viens d'avoir 29, puis on est encore là-dedans aujourd'hui. Fait que ce que je te dis, ce qui me fait triper, c'est... Je peux même pas te dire, honnêtement. Tu sais, comparativement au hockey, qui est très populaire, le basketball, whatever. Tu sais, qu'est-ce que... Tu sais, ceux qui trippent baseball, c'est probablement ceux qui vont écouter l'épisode du podcast à part ma mère. Allô, maman. Ceux qui trippent sur le baseball,
savent comme moi que c'est la beauté du sport. Ouais. C'est le côté stratégique. Il y a un côté esthétique, romantique au baseball. J'ai l'air de dire n'importe quoi pour ceux qui ne comprennent pas ça, mais ceux qui sont fans comprennent très bien ce que je veux dire, qui fait que tu es attiré vers ce sport-là. Il y a un côté élégant, pas dans le niveau de l'uniforme, mais dans le rythme de jeu, dans le côté stratégique. C'est comme un jeu d'échecs grandeur. C'est tellement stratégique, puis le monde ne réalise pas. Ah, c'est juste lancer une balle, frapper une balle. Tellement je pourrais tellement creuser juste là dans les 40 prochaines secondes sur une situation concrète, puis le monde comprendrait zéro ce que je leur dis, puis on serait juste à l'intérieur d'une seule apparition dans une game à travers l'année. Ça va tellement loin, puis il y a tellement de statistiques, c'est un sport avec des statistiques innombrables, donc c'est un sport de nerd un peu, si on veut. Fait que moi, je pense que le côté intellectuel, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Mais c'est ça, il y a un côté romantique. Il y a cet amour-là, cette passion-là qui est difficile à mettre des mots là-dessus, mais je comprends ce que tu veux dire. Exactement. Ça devient dans tes veines. Puis je trouve que la culture c'est pas un sport qui est. Je pense que c'est un sport qui était peut-être plus connu dans nos parents, nos grands-parents. Les expos aussi. Les expos classiques, ça venait avec, mais comme. On dirait qu'on l'a perdu un petit peu à travers les années, cette culture-là, cet amour-là pour ce sport-là. D'autres ont pris le flambeau, le hockey qui est là depuis longtemps, mais pourquoi pas découvrir autre chose, hein? Pourquoi pas découvrir autre chose? C'est un sport, par contre, qui est difficile. Un point de vue kinésiologue, là, ici, là, c'est dans le fond le baseball. L'action de lancer une balle, ça représente une des actions les plus spécifiques dans le sport. OK. Je ne partirai pas de débat sur le sport. Le baseball, c'est un meilleur sport qu'un autre. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire juste que le mouvement de lancer une balle, c'est tellement un mouvement spécifique. Puis l'action de frapper une balle ronde avec un objet rond, on se rappelle de ça, c'est un peu un concept spécial. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement acquis chez tout le monde. Sure. Il y en a qui vont prendre un bâton, puis pour la première fois de leur vie, ils vont être capables de frapper la balle sans problème, même si je leur lance. Puis il y en a d'autres qui ne seront pas capables. Même principe pour lancer une balle, ça demande un très gros niveau athlétique. Tous les sports ont un niveau athlétique à acquérir pour avoir un minimum de base, assurément. Mais souvent, les jeunes, on les fait commencer très jeunes, puis c'est comme ça qu'ils vont se développer plus rapidement. Mais c'est pas vrai que tu mets un jeune dans n'importe quel autre sport qui va se développer très bien au baseball plus tard. C'est ça qu'on voit un peu souvent. Là. Écoute, là, tu m'as mentionné évidemment que tu es un homme de famille. Right? Parle-moi un petit peu de ça. Tes enfants ont quel âge? J'ai une fille. Ma fille, elle va avoir 2 ans au mois de mars. Fait que c'est ça. Une fille, parfait. Une fille de 2 ans au mois de mars. Ma blonde a fait du volleyball, elle, pas mal toute sa vie. Elle a fait d'autres sports aussi. Moi, je suis resté concentré que là-dessus. Fait que c'est sûr qu'on veut inculquer ça. J'ai un côté artistique aussi que j'aimerais essayer de partager, mais au final, moi, je veux juste qu'elle ait de quoi qu'elle aime faire. Moi, dans ma vie, ça a été le baseball qui a été toute ma vie, qui a été ma passion, qui a été mon désir. Elle, ça pourrait être le tricot. Je m'en balance. Whatever, Je veux juste qu'elle puisse vivre d'une passion, puis qu'elle aime quelque chose, puis qu'on puisse investir dans elle à ce niveau-là. Moi, c'est ça qui est important. Mon histoire, c'est une joueuse de baseball. Honnêtement, là, je tiens même pas qu'elle joue au baseball. Moi, je niaise tout le temps. C'est le pire sport au monde. C'est le sport avec le plus haut niveau d'échec au monde. J'ai vécu ça toute ma vie. Je pense qu'il y a des... En termes de jouer puis de se développer dans ce sport-là, j'aimerais bien plus aller voir des games de basket ou de volleyball. Ça, c'est mon opinion à moi, mais c'est comme je tiens pas nécessairement qu'elle fasse du baseball. Si même matin, elle me dit qu'elle voulait faire autre chose, je serais pas fâché. Je trouve ça cool. Puis souvent, je pose cette question-là, mais un petit peu tweaké, à savoir, un entrepreneur qui a des enfants ou... C'est quoi le talk que tu vas avoir au niveau de la business, à savoir au niveau des études, juste là, est-ce que tu vas pousser vers des hautes études? Tu es une des personnes dans ta famille justement qui est allée chercher ton bac, études universitaires, je veux dire. J'ai une maîtrise aussi en éducation. C'est quelque chose d'important dans tes valeurs, c'est quelque chose que tu vas amener chez ta fille ou tu dirais, regarde, c'est ton cheminement. Je te mets pas de réponse, mais tu. Fun fact, je suis pas une bolée à l'école, zéro open bar. J'ai pris des cours d'été. Quasiment mes 2 premières années secondaires. J'ai quasiment coulé mon année 5 en français. Mais moi, j'étais un peu victime du fait que quand t'aimes pas ce que tu fais, t'es pas bon. Fait que c'est vraiment ça. J'étais pas motivé à l'école à cause de ça. Puis quand je suis tombé vraiment dans mon cours de bac, puis même aux États-Unis, quand je suis allé étudier là-bas, j'ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai comme développé un amour, si tu veux, pour l'école. Fait que je suis vraiment plus quelqu'un qui va dire qu'il faut vraiment que tu trouves ce que t'aimes. Faut qu'il aime ça pour être performant. C'est ça. Fait que pour l'école... Comme je te dis, si demain matin, on y insulte à nous autres qu'on n'a pas fait le bon métier, je serais électricien, j'aurais travaillé beaucoup plus tôt, puis j'aurais fait sûrement plus d'argent qu'en ce moment. Mais on fait ça par passion. Fait qu'au final, peu importe ce qu'elle va vouloir faire dans sa vie comme école, hey, tu fais ce que tu veux, fais ce que tu aimes. C'est 100%. C'est un DEP, c'est une technique. Exact. On a l'avantage au Québec d'avoir des cégeps qui offrent des techniques et des DEP. Tu n'as pas ça n'importe où ailleurs dans le monde. Si c'est ça que tu veux faire, puis tu aimes bien ça, go.
Exact. On s'en fout. Fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes. Puis, je pense que c'est ça. Les jeunesses, de toute façon, les jeunes qui nous écoutent, c'est du 25-35 ans. Là, fait que, c'est comme, souvent, on a ce talk-là des parents. C'est comme, ben, va avec le chemin le plus sécuritaire. Mais arrêtez, c'est pas le chemin le plus sécuritaire qui va être le plus opportun pour toi ou le plus de fun ou de plaisir puis de réussite. Il n'y a rien de sécuritaire dans ce qu'on fait, nous autres. c'est littéralement ça. Il n'y a rien de sécuritaire dans ce qu'on fait. Right? Puis il y en a qui pourraient dire, ouais, mais au moins, tu as des formations. Je sais, mais, oui, mais quand même, je veux pas m'en servir. C'est pas ça le but. Là. Moi, je serais pas heureux dans un bureau en traiter monsieur, madame, tout le monde. Là. Non, j'oublie ça. Là. En kin, là, mettons. Je peux même pas y penser. Là. Okay, je vais faire des cauchemars. Fait que c'est vraiment pas mon genre. Non, c'est comme, même si j'ai la possibilité est-ce que ça veut dire que j'ai envie? Absolument pas. Fait que, non, c'est ça, c'est vraiment une question. Exact. Puis plus ton plan A en tête, qui, mettons, c'est performance, on s'entend, tu vas trouver des manières pour que ça fonctionne parce que c'est ton issue principale. Exact. Puis oui, de savoir des diplômes, c'est un excellent. C'est bon dans ton sac à dos, c'est toujours pratique. C'est de l'éducation aussi, c'est excellent. Mais en réalité, faisons ce qu'on aime. Ben, tu sais, nous, on dit tout le temps que dans le coaching sportif, là, on va revenir au baseball parce que c'est plus mon créneau. Tu sais, t'as pas besoin, mais si tu veux être, on considère dans le meilleur portrait pour être un coach, tu as besoin de 3 affaires. Ouais. Tu sais, d'un passé de baseball. Ouais. Okay, je te demande pas de jouer dans la Ligue majeure, juste un passé de baseball, tu as joué suffisamment d'années pour être capable de connaître très bien la game. Parce que je pense que si tu l'as jamais joué, c'est dur de l'enseigner. C'est possible, mais c'est dur. Fait que ça. Nous, les formations universitaires, c'est comme le côté facultatif, mais le fait qu'on ait des formations universitaires qui nous permettent, en plus d'accompagner les jeunes dans leur développement, puis qui sont spécialisés aussi au niveau du développement de ces jeunes-là dans ce sport-là, ça nous aide grandement à faire le lien entre sport et développement. Ouais. Et finalement, le dernier point, qui est, je te dis, je réalise pas à quel point c'est aussi peu présent, mais c'est être un bon pédagogue. Tellement. Ben oui. Non, mais c'est fou, là. On en parle, là, mais il y a du monde qui vont coacher puis qui n'ont jamais eu un cours de pédagogie de leur vie. OK? Je pense, tu sais, je maîtrise en éducation, mais Carl n'a pas de maîtrise en éducation, mais est capable d'être un très bon pédagogue. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui est autodidacte, mais tu as besoin, je pense qu'il y a aussi un petit côté naturel dans le monde qui sont plus formateurs que d'autres. Mais tu sais, ça, c'est l'aspect important. Fait que tu sais, essentiellement, tu as besoin de ta carrière en baseball, tu as besoin d'avoir un très bon niveau pédagogue. Exact. Puis moi, je vais le dire d'avance ici, je préfère un gars qui a un parcours en baseball moins glamour pour quelqu'un qui est un meilleur pédagogue. Souvent, on va dire, ah non, mais lui, il a joué pro. Ouais, mais il est atroce. Ouais. Il n'est pas capable d'enseigner à un jeune. Puis quand il est capable de le faire, mais il n'est pas capable de le montrer. Exact. De quand il parle à un jeune, le jeune ne comprend absolument rien de ce qui se passe. Mais on va encore une fois des vieilles pensées. Privilégier quelqu'un une réussite, tu sais. Ouais, c'est ça. Il a joué pro. Okay, c'est pas dire que c'est un bon pédagogue. Non, exact. Fait que ça, c'est le même parallèle dans les entreprises. C'est un excellent vendeur, puis l'entreprise va le monter comme gestionnaire, mais c'est peut-être le pire gestionnaire. Exact. Fait comme c'est tellement intéressant, puis ça m'amène une bonne question à savoir comment toi tu te formes peut-être pour continuellement améliorer tes compétences de coach. Je te dirais que la façon qu'on le fait, c'est beaucoup par les rétroactions. Oui, OK. Fait que, nous, à la fin de chaque programme, on envoie des formulaires de rétroaction. On parle beaucoup aux parents aussi, parce que nous, on a toujours, dans notre business, on a 2 clients. On a le jeune et notre parent. Oui, clairement. Le parent, c'est le parent payeur, c'est pas le jeune qui paye. Non, c'est mais ça. Si tu satisfais le jeune, tu as 90 de la job de fait. OK? Si le jeune était satisfait, tu as 0 de la job de fait. OK? Fait qu'il faut que le jeune soit satisfait. Après ça, c'est toujours une question de convaincre le parent. Des fois, c'est facile, des fois, c'est plus difficile. Mais si le jeune est satisfait, je te dis, ça va faire un bon chemin. Là. On avait des jeunes qui nous disaient qu'ils ne revenaient pas à l'hiver là, présentement parce que les parents voulaient décider de faire autre chose. Le jeune est tellement trippé, il en reparle à parents, gosse, papa, maman, finalement, se réinscrit. On a 3-4 que ça fait de ça. Là. Fait quand ça se fait jeune, c'est ça. Avec le parent, je te dirais que c'est vraiment là que ça va aller chercher de la rétroaction. Puis nous, on fait tout le temps des présentations au début de nos programmes, puis on dit à tout le monde, la communication, c'est important. Si j'ai dit quoi de travers à ton jeune, ou l'interprétation, elle a l'air louche, ou j'ai peut-être blessé, ou j'ai peut-être... Oui, il y a un mot qui a été mal placé, whatever. Viens m'en parler. Sure. Parce que des fois, je peux avoir dit quelque chose avec une intention particulière. Le jeune du haut de ses 8 ans, ou ses 10 ans, ou ses 12 ans, ses 14 ans, il n'a peut-être pas interprété ça de la même façon. Exact. Fait que viens m'en parler, on apprend comme ça. Il y a des situations dans le passé qui ont été plus difficiles à cause de ça. On a eu des désagréments avec certaines personnes. Parle, jase, on finit par expliquer nos points, on se comprend. Finalement, il n'y a plus de problème à la fin. Il n'y a pas de problème. Communication, c'est important. Fait que je te dirais comment on fait pour continuer à s'améliorer comme coach. Il faut être capable de prendre la critique puis les rétroactions.
si t'es pas capable d'attendre les critiques et les rétroactions, tu seras jamais un bon coach. Ben, je pense que ça peut être difficile des fois d'avoir des situations un petit peu, tu sais, justement, t'as un jeune qui est difficile peut-être à coacher ou à prendre le feedback, puis là, il va vraiment le prendre personnel, il va aller porter ça, il va changer peut-être la situation, il va l'amener à ses parents, puis là, tu reçois le parent qui est en crise, mettons, là, tu sais. Puis là, c'est comme, attends, là, mais c'est pas ça que c'est vraiment qui s'est passé, mais là, on croit qui là-dedans, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Il y a une partie de maturité là-dedans. Je te dirais, je vais donner un exemple concret dans le passé. Puis je pense que ça, c'est le meilleur exemple qu'on peut donner à tous les entraîneurs qui peuvent nous écouter dans ce podcast-là. Là. On avait un jeune avec qui on ne connaissait pas énormément bien dans le passé. On le connaissait, mais ça faisait juste 2-3 mois qu'on le connaissait. Okay. Fait que nous, on le connaissait pas très bien, puis lui, il ne le connaissait pas très bien. Puis lors d'une confrontation, il avait mal performé, puis on lui avait dit un commentaire un peu de travers. Okay. Le jeune n'a rien dit, il est parti, whatever. Finalement, on a su que le père était en beau joie le vert. Il était vraiment pas content. Ouais. Fait que là, on finit par rencontrer le père à une date ultérieure, puis on finit par s'asseoir avec. La chienne a un peu pogné, puis tout. Puis il nous explique son point, puis toutes des affaires. Puis honnêtement, on avait une portion de blâme à prendre, puis on l'a pris cette fois-là. On s'est excusé au père, mais son jeune n'était pas là à ce moment-là. Puis on lui avait dit, regarde, j'ai déjà été un joueur toute ma vie. Ton jeune, s'il ne veut pas venir dans le programme à cause de ça, je peux comprendre ça, regarde. Mais est-ce qu'on peut au moins s'excuser personnellement directement à lui? Fait que le père a dit parfait. Son jeune est revenu le lendemain. On s'est excusé à lui directement de ce qu'on avait dit. Est-ce qu'il est revenu par la suite? Non, après. Il n'est pas revenu. Mais quand je l'ai recroisé plus tard, entre le père puis lui puis moi, aucun problème. Des meilleurs chums. On serait allé prendre une bière. C'est la fin d'une relation, mais c'est pas... C'est la fin d'une relation, mais le respect n'a pas été perdu. Puis comme il nous a dit, il dit... Je ne reviendrai pas dans votre programme, mais je ne parlerai jamais de mal en vous. Fait que ça, c'était à ce moment-là. C'est une époque qui a changé. Mais nous, on a grandi à travers cette situation-là. Mais ça, c'est une situation concrète où que, des fois, comme coach, ça se peut que tu aies des affaires de travers. Il faut que tu sois prêt à l'accepter. Puis là, on s'excusait aux parents pour s'excuser aux jeunes. Fait qu'au final, on ne brise pas un lien. Puis ça revient à mon point de tantôt. Ça, c'est le genre de choses que les coachs ne font pas. Ça brise les jeunes puis arrête de jouer au baseball. Ben, ça les démotive. Non, mais écoute, ça va tellement loin, puis j'adore, c'est une approche humaine que vous avez. C'est très... Puis, encore une fois, pas d'ego, de dire, moi, je suis le coach, je connais tout, je sais tout. Non. On va prendre les commentaires, puis on va s'améliorer par rapport à ça. On arrive à la fin de l'entrevue. Je te pose les deux dernières questions que je t'avais déjà posées dans notre rencontre. Selon tout ton background, ton expérience que tu as vécue, ta vision de succès, comment tu la définirais aujourd'hui en 2026? Ma vision du succès, je la vois par le mot croissance, je te dirais. Si on est capable de croître comme personne dans nos relations, dans notre vie interpersonnelle, dans l'entreprise. Si on est capable de croître continuellement à un rythme qui est sain, on va dire, parce qu'il y a des choses comme des rythmes pas sains. Mais je pense que ça, c'est ma définition du succès. Si je suis capable de me lever chaque matin, savoir que j'ai encore plus d'impact sur des jeunes positifs, je pense que ça, c'est un succès qu'on peut avoir, autant sur mes relations interpersonnelles chez nous, avec mon collègue, avec les parents, avec les jeunes. Fait que moi, c'est un peu la vision que j'ai du succès par rapport à ça. C'est que c'est capable de croître, de se développer autant comme individu que comme coach, comme parent, quoi que ce soit. C'est une question que je pose à chaque podcast, puis chaque personne amène son two cents puis sa réponse. Mais ouais, croissance, c'est la première fois que je l'entends. J'adore ça, puis ça fait un lien, vous savez, avec tous les jeunes que vous accompagnez, les aider à croître. Comme on dit tout le temps, puis ça, je suis très honnête, on fait pas ça pour l'argent. Avec mon bac et ma maîtrise, je ferais beaucoup plus d'argent à faire un job dans ces domaines respectifs. Ah, ben oui. Ben oui. Non, fois 1000. Fois 1000, on ferait plus d'argent là-dedans. Fait qu'on fait pas ça pour l'argent, on fait ça parce que on aime ça. Moi, entraîner un jeune, puis l'aider à atteindre son objectif, puis après ça, il m'envoie une carte. Puis comme la dernière fois, un exemple, là, hier, c'était ma fête. Hey, bonne fête. Merci. Hier, c'est ma fête. Il y a un jeune qui m'arrive avec un paquet de Skittles. Des Skittles? C'est parce qu'on y a ce temps que les jeunes ont fait des paris, puis souvent paris des Skittles. Fait que c'est le gag. Fait que c'est ça. Cool. C'est juste ça, là. C'est juste ça, ça vient de faire ma soirée. C'est ta paye, tu sais. C'est ma paye. C'est comme, le jeune m'apprécie assez pour avoir pensé à acheter un sac de Skittles. Des fois, on finit les sessions, on a des cartes. Des fois, c'est comme... juste ça vaut de l'or. Puis aider un jeune à atteindre son objectif, puis nous écrire après ça, hey, j'ai atteint l'objectif. Puis nous, des fois, on va un pied de plus loin. Comme je dis, on fait pas ça pour l'argent. On va se déplacer l'été, aller voir les jeunes jouer. Ah, wow. OK. Tu veux-tu quelque chose qui nous apporte autant de valeur qu'il en donne? C'est ça. Tu vas voir les jeunes jouer, 100%. Ils performent bien, ils te voient, ils sont contents, et vice-versa. Pour nous autres, ma blonde n'est pas tout le temps contente quand je pars voir un jeudi soir pour aller voir une game de jeunes. Mais au final, moi, je suis content de le faire, je trouve ça valorisant, puis je suis pas payé pour ça. Fait que, c'est vraiment là-dedans. Fait que c'est une job de passion. Puis les meilleurs entrepreneurs, selon moi, c'est les entreprises qui vont perdurer le plus longtemps. C'est les entrepreneurs qui l'ont lancé pas pour une raison financière. Évidemment, on veut subvenir à nos besoins puis s'acheter des choses. Puis, mais
allons plus loin, c'est vraiment de bâtir une communauté, de bâtir une réputation, d'avoir un impact incroyable sur notre entreprise, puis de vivre de notre passion. C'est le plus beau cadeau de se lever le matin et de dire, regarde, moi, je me lève parce que je fais ça. Puis il y a un sens à ce que je fais. Fait que moi, j'adore ta réponse. La dernière question fait du sens aussi avec ça. Si tu avais la chance à parler une version de toi-même de 20 ans, on va y aller un petit peu plus jeune, à 20 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais en ce moment? Qu'est-ce que je conseillerais à ma personne de 20 ans? Ouais. Calvaire. Là, je sais ce que je vais dire. Je vais dire, calme-toi, cabochon, là. OK, je vais dire, take it easy. Tu comprends? C'est comme, tu sais, moi, je suis encore beaucoup comme ça, Carl pourrait en témoigner, là, mais tu sais, je pense que je l'étais plein dans le temps où j'étais un peu, tu sais, ça, je n'aime pas le pas de tête, tu sais, le fait d'aller vite, tu sais, c'est être impulsif dans les décisions, tu sais, pas réfléchir nécessairement, ça n'a pas nécessairement des décisions graves dans ma vie, mais tu sais, des gros changements, puis je dirais juste, regarde, fais confiance au processus. Tu sais, ta petite voix intérieure que tu as, écoute-la, parce que je l'ai écoutée dans les dernières années, puis elle m'apporte où elle est en ce moment. Des fois, dans le doute, il faut juste juste l'écouter un peu plus, genre dire, écoute ta petite voix intérieure, c'est un bon être, puis une étape à la fois. Fait que c'est juste take it easy, buddy. Là. Ça va aller. J'aime ça. C'est un beau petit message. Puis évidemment, encore beaucoup de jeunes qui ont cet âge vont pouvoir relate à ce que tu dis. Ça a été une heure exceptionnelle. Pour vrai, comment tu as aimé ton expérience aujourd'hui? Ça a été incroyable. Merci beaucoup. Sharp, merci beaucoup. J'aime ça avoir ce feedback-là aussi. On pourra en parler après le podcast. Où est-ce qu'on peut vous contacter, justement, toi et Carl, pour faire Rep ou GP directement? Directement, tout le monde de la région de la Mauricie, c'est plus par Facebook que ça va fonctionner. Facebook, OK. On a notre site internet aussi que le monde peut nous écrire au repperformance.ca. Sinon, tout le monde à l'extérieur, Instagram, TikTok, on est là, puis une vidéo par jour, puis on n'arrête pas. Hey, let's go, on aime ça. Ben oui, puis passer le mot, je veux dire, c'est tellement une belle entreprise, bel impact, encore une fois, comme je l'ai dit plusieurs fois. Fait que merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Ce que je propose à mes invités, c'est toujours faire un part 2 dans un an. Donc, justement, est-ce qu'on va reparler de ce qui s'est passé, des objectifs, les nouveautés, les jeunes peut-être qui ont atteint pas un plafond, mais je veux dire un objectif qui s'était mis. Fait qu'on va parler de tout ça. T'es toujours la bienvenue. Puis peut-être qu'on pourrait le faire en mode trio aussi avec Carl. Ça peut être quand même intéressant d'amener sa perspective sur la business. Fait que c'était vraiment le fun. Parfait. Un gros merci. Of course. Et voilà. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.